bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'allaitement maternel. Nous sommes avec Carole Hervé, Bonjour. consultante en lactation IBCLC, et nous allons parler d'un grand sujet lié à l'allaitement, la reprise du travail. Oui. Alors Carole, dites-nous comment continuer à donner son lait lorsqu'on reprend le travail. Oui, alors au moment de la reprise du travail, on a le choix soit de sauver son enfant, soit de faire du mixte, alors le mixte ça peut être soit avec du lait artificiel, soit avec des aliments solides en fonction de l'âge de l'enfant, soit de poursuivre intégralement son allaitement. Tout est possible et d'ailleurs la loi nous protège. Et donc souvent ce que les mamans vont faire, elles vont anticiper, elles vont déjà réfléchir un petit peu, voir quel est le mode de garde avec lequel elles se sentent à l'aise et si elles en ont trouvé un qui est satisfaisant. Et puis elles vont commencer à en parler. Et puis souvent on pose simplement, voilà, j'allaite mon enfant, j'ai décidé de poursuivre mon allaitement en reprenant le travail. Donc ça elles le disent à la personne qui va garder leur enfant, que ce soit une assistante maternelle ou bien une crèche et la référente de crèche. Donc on ne rentre pas dans tout un tas d'argumentaires, on dit voilà, cet enfant est allaité, il va continuer d'être allaité au moment de la reprise du travail. De votre côté, vous allez commencer à constituer des réserves. Donc des réserves pour pouvoir avoir un petit peu de stock d'avance. Ces réserves sont déjà assez agréables pour les moments où vous voulez aller, je ne sais pas, chez le coiffeur ou à un cours de yoga par exemple, ou à la piscine. Parfois on a envie d'avoir un petit peu de stock d'avance. Et quand vous avez constitué ces premières réserves, vous avez peut-être identifié, mesdames, le mode de recueil de lait avec lequel vous vous sentez à l'aise. Pour certaines mamans, ça va être simplement leurs mains. Simplement, elles prennent un verre et à la main, elles vont recueillir un petit peu de lait. Pour d'autres mamans, ça va être un tire-lait manuel, il en existe tout un tas, ou alors un tire-lait électrique. Pour une maman qui a une lactation bien installée, on ne va pas sortir la grosse artillerie, on ne va pas sortir le modèle de qualité hospitalière qu'une maman utiliserait quand elle est séparée de son bébé parce qu'il est en néonatologie ou qu'elle a besoin de réellement stimuler sa lactation. Donc il existe des modèles beaucoup plus compacts qui sont assez discrets. J'ai en mémoire une maman qui travaillait pour une maison de haute couture et qui avait son magnifique sac en cuir, sac cabas. Personne s'imaginait qu'il y avait à l'intérieur un petit tire-lait électrique et même une mini glacière. C'était assez discret, ça ne se voyait pas. Donc on a tout un tas de modèles de tire-lait qui sont assez confortables et même dans les petits modèles électriques, on peut en avoir qui sont en double pompage. Les modèles électriques ont souvent l'intérêt de pouvoir varier la force d'aspiration, la vitesse d'expression et donc vous apporter plus de confort. Et le fait d'avoir un modèle en double pompage est plutôt facile parce que on gagne du temps. Exactement, on va diminuer potentiellement le temps par deux. Même si les deux seins sont pas liés, le simple fait de tirer les deux en même temps va être sans doute beaucoup plus confortable. Et donc, soit on va acheter notre tire-lait, soit on dispose d'une ordonnance pour pouvoir le louer. Il existe des pharmaciens qui ont des petits modèles, pas toujours dans les petits modèles pour la reprise du travail, mais il y a des loueurs professionnels, on en a vraiment beaucoup en France notamment, qui peuvent vous envoyer par la poste ou en relais colis un tire-lait double pompage. Et souvent, ils vont s'être organisés pour que ce soit avec un sac à dos, soit avec un sac cabas aussi. Et puis dans le sac du tire-lait, il va y avoir une petite glacière avec des compartiments isothermes et parfois même les pains de glace associés. Donc on commence à s'entraîner avec le modèle. Il y a souvent même un rapport affectif avec notre tire-lait. Si on a démarré avec un modèle jaune, on va préférer le jaune. Si on préfère le bleu ou le vert, c'est assez marrant et c'est très, très personnel. Et puis j'ai des mamans qui me disent « Ah non, le tire-lait électrique, je peux pas, c'est plus fort que moi, j'ai l'impression d'être une vache ». Alors l'analogie est triste, mais bon, c'est comme ça qu'elles le vivent, et elles préfèrent un modèle manuel. Donc tout est possible, et souvent on va essayer d'anticiper un petit peu à l'avance. Alors en fonction de notre disponibilité, de notre degré d'urgence, de l'âge de l'enfant, des mamans vont soit anticiper 15 jours avant la reprise du travail. Pour certaines qui sont un peu plus anxieuses, elles vont s'y prendre un mois à l'avance pour voir un petit peu comment ça se présente. Et donc, elles vont à ce moment-là commencer à constituer des réserves. Il n'est pas nécessaire d'acheter absolument des pots pour remplir le congélateur avec des pots spéciaux pour contenir le lait maternel. Ça peut être des petits sachets qui ont été faits pour ça. Les sachets sont pratiques parce qu'on va pouvoir écrire dessus la quantité de lait recueilli, la date, et puis surtout ils sont relativement fins et ils peuvent s'empiler dans un congélateur. Et quand on n'a pas un immense congélateur,
congélateurs, ce qui est le cas dans les grandes villes souvent, eh bien, on va pouvoir les empiler les uns avec les autres. On prend par exemple une boîte de glace vide, et puis on va mettre nos petits sachets les uns avec les autres, et quand on cherche dans le congélateur, hop, on regarde, allez, la date la plus ancienne, et on ressort ça. Et puis dans les sachets, il va y avoir des grands contenants et des plus petits. Et donc la maman va commencer à tirer son lait, va avoir une certaine quantité. Au départ, ce sera assez dérisoire et souvent la maman tire des conclusions, j'y arriverai jamais. En réalité, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous allez vous mettre en surstimulation. Votre lactation s'était calibrée aux besoins de votre enfant et à ce moment-là, vous allez essayer de demander à votre corps de produire davantage. Donc il est tout à fait logique de ne pas avoir tout de suite des grandes quantités. Tant qu'on est avec son bébé à 100% de notre temps, c'est normal de ne pas avoir de surplus. Donc on va commencer à créer un peu de surplus en fonction de notre degré d'urgence et de notre degré d'anxiété. On va sans doute tirer une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, pour certaines personnes 2 fois par jour, et donc avoir des occasions de tester et de commencer à s'entraîner, avec au départ des toutes petites quantités, mais qui vont augmenter avec le temps. Alors on parlait des sachets de conservation tout à l'heure, on est d'accord qu'il faut absolument éviter les sachets dans lesquels on met de la nourriture en général, ou des petits bacs de glaçons qui sont absolument pas faits pour ça et qui sont pas hygiéniques. Mais pensez, si vous optez pour les sachets de conservation, à prendre des sachets prévus à cet effet. Oui, et même pour les bacs de glaçons, je sais qu'il y a une marque aux États-Unis qui s'appelle Milk Tray, ça ressemble à un bac à glaçons et ça va faire des petites barres de lait maternel qui font 30 ml à chaque fois. Mais c'est vraiment un plastique dédié, c'est quelque chose qui est conçu pour ça, et tous ces accessoires ont besoin d'être vraiment propres. On peut aussi recueillir notre lait d'une certaine manière et surtout le conserver dans un pot en verre. Le pot en verre est tout à fait propre et peut être parfaitement adapté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas besoin d'investir absolument dans du matériel. On peut faire avec les moyens du bord et on prend un contenant propre. Le plastique, on va rester prudente parce que si c'est les vieux plastiques du placard, peut-être qu'ils contiennent des substances qui peuvent se retrouver dans des phtalates, des bisphénols, qui peuvent se retrouver dans le lait maternel, et on n'a pas envie de rajouter des polluants. Ok, on mentionnait tout à l'heure le fait que les mamans étaient protégées par la loi. Absolument. Au travail pour pouvoir tirer leur lait. Alors justement, combien de fois par jour elles peuvent tirer leur lait? Sur combien de temps? Est-ce que c'est déduit du salaire? Comment ça se passe? Alors, la loi octroie, a priori en France, 1 heure pour que soit la maman tire son lait, soit elle part plus tôt, soit elle accueille son enfant sur son lieu de travail. Quand on préparait cette émission, je me suis dit, alors, quelles ressources fiables je peux donner aux mamans qui ont besoin d'être au clair avec cette idée? Et je pense par exemple à un petit ouvrage qui s'appelle Allaiter et travailler de Claude Didier Jean Jouveau, ou Allaiter et travailler c'est possible, je ne sais plus quel est le titre exactement, qui recèle de plein d'astuces. Et puis le site de la Leitchelic est concis et nous donne les articles de loi et la manière dont on comprend la loi. Donc il y a cette heure qui légalement est à la disposition des employés. Maintenant, cette heure va être rémunérée à la discrétion de l'employeur. En fonction des conventions collectives, certains disent très bien, vous avez 1 heure d'allaitement, mais elle va être défalquée de votre salaire. Donc il n'y a pas un consensus encore sur ce domaine-là. Donc on peut déjà partir du principe de savoir que la loi vous protège. La loi vous protège, ça ne veut pas dire qu'on arrive au travail en disant la loi me donne 1 heure pour tirer mon lait. C'est plutôt si vous sentez qu'il y a un petit peu de réticence, si vous commencez à être l'objet d'une placardisation ou bien de remarques, à ce moment-là, vous pouvez simplement dire factuellement, bien, j'ai cru comprendre que la loi me couvrait et me permet de poursuivre mon allaitement, et mon allaitement est un choix, c'est tout à fait ok. Mais il y a beaucoup d'employeurs qui l'ignorent aussi. Donc absolument. Et pour l'employeur, on peut aussi aller sur le site de la COFAM. Et la COFAM a fait un document en allant piocher dans tout un tas de références régionales et tout un tas de documents, et a fait une synthèse qui est très très bien faite, qu'on peut donner à son employeur pour voir comment gérer les choses d'une manière raisonnable sans rentrer dans une situation de conflit.
Est-ce que ça vaut le coup justement pour désamorcer les choses, simplement dire à son employeur que je souhaite allaiter, de toute façon, on a besoin de le dire à une personne en général, puisque au départ, on va essayer de trouver et d'identifier des créneaux, on en parlera peut-être par la suite de vos questions, des créneaux pour pouvoir tirer son lait, et donc vous avez un employeur qui va devoir vous éclipser. Or, vous n'êtes pas la personne qui fume. Donc vous éclipsez, mais qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Donc souvent on aime bien avoir quelqu'un à qui on lit, on ne va pas le dire à toute l'entreprise. On sait aussi que, a priori, une entreprise qui a plus de 25 salariés devrait pouvoir mettre à votre disposition un local pour pouvoir tirer votre lait. Alors, une fois encore, c'est pas j'ai le droit à mon local parce que l'entreprise a plus de 25 salariés. Peut-être qu'il y a une infirmerie, peut-être que. On peut en parler. J'ai le souvenir d'une maman qui était allée voir le directeur des services généraux de son entreprise, qui était ravie. Elle disait ah, enfin quelque chose d'humain, ça fait 25 ans que je suis là. Là, on propose quelque chose qui va vous aider à vous sentir encore plus heureuse dans votre métier. C'est aussi intéressant que de déménager des bureaux, en tout cas plus intéressant. Donc voilà, on peut avoir beaucoup de soutien de la part de ses collègues. Et pour du coup, si la maman tire son lait pendant son temps de travail, elle va stocker son lait, mais si elle n'a pas de frigo, quelles sont les solutions? Bien, je vous disais tout à l'heure que souvent, lorsqu'on loue son tire-lait, on peut avoir une petite glacière qui accompagne le tire-lait de location, ou alors on va, je sais pas, dans une boutique de camping ou dans un grand supermarché ou dans des grandes boutiques comme Ikea, pour ne pas citer le nom, où on va trouver des mini glacières. Pas très chères, assez discrètes. On prend des pains de glace. À la maison, vous glacez, ces petits pains et vous allez les mettre dans votre petite glacière et ça va maintenir le lait que vous avez récupéré tout au long de la journée. Donc on essaie d'être prudent. S'il fait 40 degrés dehors, on ne va pas vouloir le garder très longtemps à l'extérieur. Donc non, a priori 40 degrés dans les bureaux, ça n'arrive pas trop, ou au travail. Après, je ne sais pas quelles sont les conditions. Il existe aussi des glacières, des petites glacières électriques que vous pouvez brancher sur l'allume-cigare dans la voiture et avoir une petite glacière pour vous. Maintenant, au travail, une petite glacière au bureau, c'est pratique. Le soir, on récupère le lait. On va soit le mettre au réfrigérateur pour le donner le lendemain, soit le congeler. Et ça maintient des températures tout à fait raisonnables, tout à fait acceptables. Sachant que le lait maternel peut se garder à température ambiante 4 heures d'affilée. Donc si les pains de glace sont fondus et que vous rentrez 4 heures plus tard à la maison, ça reste OK. Ok, très bien. Autre question que je souhaitais vous poser, il y a certaines mamans qui tirent leur lait au travail, mais qui constatent qu'elles produisent moins de lait que lorsqu'elles tirent par exemple leur lait chez elles. Oui. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Oui, c'est souvent un petit facteur stress qui est là. Tirer son lait, ça requiert de pouvoir libérer l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Et donc c'est vrai que pour certaines, le stress joue un petit peu, elles se sentent peut-être mal à l'aise, peut-être un petit peu... elles ont l'impression de faire quelque chose à l'écart, ou alors elles ont beaucoup de pression sur leurs épaules au travail, ça arrive aussi beaucoup. Et donc parmi les petites astuces, eh bien, on prend un body du bébé, un body que le bébé a porté, et donc on plonge son nez dans le body du bébé, ça marche très très bien. On peut aussi sur nos smartphones aller admirer des photos ou écouter les gazouillis de son enfant. On peut aussi lire les témoignages d'autres mamans ou appeler une copine qui l'a fait ou appeler sa consultante en lactation. Il m'arrive très souvent pendant les pauses déjeuner de recevoir des SMS. Oh, j'ai l'impression de ne plus avoir de lait. C'est sans doute parce que mon dernier entretien avec mon patron s'est pas bien passé et donc je leur redonne 2-3 petites astuces pour se booster et puis ça marche très bien. Et donc si ça persiste, c'est pas très grave. À la maison, vous allez garder quelques tirages pour maintenir un équilibre. Votre bébé va avoir besoin d'une même quantité de lait sur 24 heures et après on essaie de voir comment votre corps peut l'apporter, la produire d'une manière étalée. Et sous quelle forme est-ce qu'on peut administrer le lait maternel? En tout cas, le personnel en crèche, si le bébé est placé en crèche. Ça peut être tout simplement un biberon. Ça peut être. Il y a des mamans qui ont
Calma, la calma que vous avez, qui requiert de la part du bébé réellement d'avoir un geste où il va reproduire la succion, absolument. Certains bébés vont refuser farouchement le biberon pendant un certain temps, ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber. Alors, il existe comme alternative la tasse à bec, on peut aussi faire des flambées maternelles, on peut aussi de manière temporaire récupérer une micro-paille, une petite sonde de nutrition entérale, et puis que la personne donne du lait sur le doigt, c'est-à-dire donne son doigt, donc un ongle bien limé, des doigts propres bien sûr, donne le doigt au bébé, puis on met la petite paille à côté. L'intérêt et l'intention bien entendu à ce moment-là, c'est de nourrir l'enfant. Parfois certaines personnes vont jouer avec une pipette ou avec une seringue. C'est souvent des transitions. Dans ces moments-là, c'est pas tant que le bébé refuse le biberon, mais il se sent un petit peu paumé, il ne connaît pas encore ce référent, il aimerait être avec maman, donc il refuse le biberon et on peut le comprendre. Mais bon, il existe des solutions alternatives. Toujours des solutions, toujours des alternatives. Ouais. Et si le bébé fait une bulle de la faim les premiers jours de la reprise du travail, quelle solution est-ce que vous pouvez apporter aux mamans Alors déjà, on vit dans un pays où une mère est considérée comme compétente si son enfant fait ses nuits. Vous savez, un enfant qui fait ses nuits, selon les critères de la voisine, c'est dormir de 20h à 8h du mat. 12 bonnes heures. Ça reste absolument énorme et en réalité, ça n'arrive pas. Donc, on considérerait comme normal et parfaitement acceptable qu'un enfant ne se nourrisse pas pendant 8 heures. Donc, à l'inverse, si l'enfant ne se nourrit pas pendant 8 ou 10 heures quand il est sur son mode de garde, tout le monde stresse. Vous voyez, c'est aussi une question de perception. Donc notre enfant va recueillir du lait, va recevoir du lait sur 24 heures durant. Si à un moment donné, pendant la période d'adaptation, il boude un peu le lait maternel, eh bien il va se rattraper à d'autres moments. Donc il est parfaitement intelligent de lui proposer même la nuit, de ne pas décider qu'il faut en plus qu'il dorme plus longtemps. Donc on se dit, ok, on y va avec beaucoup de douceur, beaucoup de patience. Peut-être que la maman est pas loin de son travail, qu'elle peut revenir l'allaiter sur son lieu de travail. Peut-être qu'elle peut écourter ses journées pendant un certain temps. Et il est très fréquent d'avoir un bébé qui refuse de prendre le lait quand maman n'est pas là pendant 15, 20, 30 jours. Et c'est habituel. C'est habituel. Donc je sais que ça génère du stress et chez la maman et chez la personne qui garde l'enfant, bien sûr chez l'enfant aussi. Mais à ce moment-là, on se dit, bon, d'abord on le nourrit de la manière la plus pertinente qui soit. Donc la maman va l'allaiter avant de partir, va l'allaiter bien sûr au retour, l'allaite à volonté lorsqu'elle est avec son enfant. On s'assure que la prise de poids reste ok. Et puis on reteste, mais pas en forçant, pas en privant l'enfant d'autres choses à la maison en disant tu vas finir par prendre le biberon parce que je l'ai décidé. On attend, on réessaye avec douceur et la plupart, l'écrasante majorité des bébés vont y arriver pour peu qu'on se dise que c'est ok si ça dure un mois. Mais en attendant, on va le nourrir. Et je m'appuie sur beaucoup de situations vécues. J'ai énormément d'exemples à l'esprit quand je vous dis ça. Et ça a marché. Ça a marché. Okay, ça marche. Lorsqu'une maman tire son lait au travail, est-ce qu'elle doit respecter un certain rythme? Est-ce qu'il y a elle doit exprimer son lait plusieurs fois? Est-ce qu'il y a un nombre minimal ou maximal? Est-ce que ça doit être toutes les heures, toutes les 2 heures, 3 heures, 3 fois dans la journée? Est-ce qu'il y a une préconisation par rapport au nombre d'expressions? Bien votre question. En fait, on peut voir les choses sous un autre angle. Il n'y a pas de « il faut respecter X heures » parce que dans un contexte de travail, ça peut être assez compliqué à gérer, ça peut générer un stress qui peut lui-même freiner le réflexe d'éjection. Donc quand une maman reprend le travail, elle a identifié petit à petit de quelle quantité de lait son bébé allait avoir besoin pendant tout le temps de séparation. Si on part sur 10 heures de séparation, un bébé qui a 3 mois, on peut considérer que le bébé va avoir besoin de entre 300 et 360 ml de lait pour 10 heures de séparation. Donc son objectif, c'est d'obtenir 360 ml de lait. Soit elle n'obtient que 300, mais c'est pas grave, il y a du lait en stock à la maison, soit elle a ses 360 et elle est ok. Certaines mamans, elles y arrivent en une fois. Mais ces mamans-là, si elles y arrivent en une fois, souvent, elles vont avoir des épisodes d'engorgement qui ne vont pas être confortables. Donc c'est pas tant la quantité qui va nous importer que le confort des seins de la maman. Pour d'autres mamans, obtenir cette quantité, ça demandera 4 tirages.
Au tout début, il y a aussi toute une organisation. Il faut repenser son quotidien en fonction de la séparation du bébé, de la reprise du travail. On va être efficace au travail, on va être une super maman. Et l'allaitement, ça s'imbrique là-dedans. Donc ça va nécessiter une organisation, une adaptation aussi chez la maman. Certaines mamans au départ vont avoir besoin de tirer 4 fois. Et finalement, 4 fois, parfois ça va être étalé de 3 heures, parfois ce sera 2 fois en une heure. Peu importe. Peu importe. Ce qui va être important pour la maman, ça va être ses sensations, ça va être le fait d'avoir les seins qui ne s'engorgent pas trop, de recueillir le lait dont elles ont besoin à ce moment-là. Okay. Très bien. Et quelles conditions une maman doit mettre en place, enfin en tout cas doit veiller à, donc on parlait tout à l'heure de la photo, du body, ou d'une photo éventuellement de son bébé qu'elle peut apporter. Est-ce qu'il y a d'autres astuces que vous pouvez donner à maman pour qu'elle se sente confortable et qu'elle soit dans de bonnes dispositions pour pouvoir tirer son lait? Alors il y en a des tas. Il y en a des tas. La détente, dit-on, favorise l'éjection du lait. Maintenant, se détendre dans un contexte de travail, c'est pas toujours évident. Donc, j'invite souvent les mamans à aller sur YouTube et à aller regarder ou écouter des audios de méditation si c'est leur manière de faire. Si la méditation ou si ne serait-ce qu'écouter des vagues ou des rivières de lait, des rivières d'eau, et elles s'imaginent que ce sont des rivières de lait, si ça peut les aider à se détendre. Pour d'autres, ça va être quelque chose d'un peu plus péchu. Je pense à une prof de piano qui mettait Beethoven. Et quand elle mettait Beethoven, elle y allait, elle sentait la symphonie et ça lui donnait la pêche. Donc de la musique, de la détente, essayer de voir si parfois un massage du dos peut faire du bien. Il y a des mamans qui prennent une longue chaussette, qui mettent une balle de tennis dedans et qui se la mettent dans le dos et qui vont frotter le dos contre le mur. Comme ça va détendre en fait la région située derrière les omoplates, entre les omoplates, et finalement le lait va couler. Donc tout un tas de petits indices qui vont permettre à la maman de se connecter à son enfant ou de se connecter de se prendre un petit temps de pause. Parce que souvent la difficulté au travail, c'est ce côté le peu de temps qu'elles ont pour tirer. Et au final, quand on leur dit que c'est possible, quand elles lisent aussi des exemples, moi ce qui m'avait donné l'espoir quand j'avais des coups de mou, c'était de lire le témoignage d'une maman hôtesse de l'air qui partait sur des longs courriers pendant 3 jours et qui disait il y a des fois où je vais jeter mon lait, c'était pas drôle, mais j'étais déterminée à le faire et je l'ai fait. Donc voilà, ces petites astuces, ça peut être intéressant. Ok, ça marche. Autre question, lorsqu'on sait qu'on va bientôt reprendre le travail, à partir de quand est-ce qu'on peut commencer à faire des réserves? Qu'est-ce qui est préconisé pour préparer cette période rentrer dans cette période de transition pour permettre d'avoir déjà un petit stock disponible? Ça va être maman dépendant. J'ai des mamans qui vont naviguer complètement en flux tendu pendant toute la durée de leur reprise. Elles ont un biberon d'avance. Il y en a qui n'ont pas de biberon d'avance, il y en a qui ont 10 litres au congélateur. Ça va dépendre de leur anxiété. Certaines mamans ont vraiment envie d'avoir énormément de lait d'avance. Et je pense aussi une petite anecdote rigolote, une maman qui avait 40 sachets de lait au congélateur dans la perspective de reprendre, sauf que avant de reprendre, la famille a dû déménager. Et on ne peut pas déménager un congélateur sans le décongeler. Donc elle a fait des crêpes pour toute la famille, ce qui était assez cocasse. Et puis après, elle a reconstitué son stock. Voilà, donc c'était assez rigolo. Dommage de tout. Bah ouais. Alors il y a plein de gens qui disent quand même, les crêpes, c'est du lait. Et c'était assez rigolo. Tout à fait, on en a profité. Voilà, tout le monde en a profité, c'était des bons anticorps pour toute la famille. Combien de temps est-ce qu'il faut à l'avance? Certaines personnes n'ont pas le choix parce que j'étais en pleine reconversion, j'attendais des résultats d'entretien et puis paf, je reprends la semaine prochaine. Bon ok, on a 1 semaine ou 3 jours pour préparer ça et puis ça marche. Ça marche. Ok, il faut se faire confiance en tout cas et pas paniquer à l'idée de reprendre son travail. La panique nous inhibe, la panique nous fige, nous bloque dans l'action. À ce moment-là, on se dit quelles sont les pistes d'action que je dois mettre en place et quelle stratégie je peux mettre en place pour que ça aille bien et pour que ce soit confortable pour moi.
On sait on peut décider de donner son bébé à la crèche et de dire qu'on va allaiter. Est-ce qu'il y a certaines normes à respecter en matière d'hygiène? Est-ce qu'il y a un protocole qui va nous être demandé? Est-ce qu'il y a des choses particulières à mettre en place pour rendre cette alimentation possible et vivre ça sereinement lorsqu'on donne son bébé, on rend son bébé en crèche? Alors, il n'y a pas de normes universelles en France. Ça va souvent être crèche dépendant. Donc certaines crèches n'ont pas l'habitude, si c'est une crèche, n'ont pas l'habitude d'accueillir un enfant allaité et seront un peu surprises et vont même peut-être vous orienter vers un sevrage. Or, c'est pas du tout pertinent, il n'y a pas de raison qu'on vous pousse à sevrer parce que la crèche n'a pas l'habitude. De toute évidence, lorsque vous allez tirer votre lait, vous allez d'abord vous laver les mains. C'est quelque chose de basique, mais on le fait. Et quand on n'a pas moyen de se laver les mains, eh bien on a dans son sac un gel hydroalcoolique pour pouvoir être dans un contexte pas aseptisé, hein, on ne va pas tous stériliser à fond, mais, parce qu'on n'est pas avec un bébé préma ou malade, mais on va avoir besoin de flacons propres, d'un tire-lait avec des accessoires propres et d'avoir les mains propres lorsqu'on le fait. Ensuite, la crèche sera sans doute plus favorable à accepter les flacons s'ils sont étiquetés avec la date du recueil et la quantité qu'il y a dans le flacon. Et on peut très bien avoir des flacons, parce qu'un flacon que vous mettez au congélateur, il a un certain volume lorsqu'il est congelé, mais en réalité, il y en a un petit peu moins. Et donc, c'est bien aussi de savoir ce que l'on va amener. Et puis, certains flacons auront peut-être 60 ml, quand d'autres en auront 120. Donc, on va avoir plusieurs flacons à donner à la crèche. Et puis, on les amène dans le petit sac isotherme. Beaucoup de mamans vont privilégier les flacons en verre, parce que c'est propre. Des crèches vont aussi accepter les sachets. Donc ça va vraiment être personne dépendante. Et on n'a pas besoin d'être dans une asepsie à outrance, on n'a pas besoin de pasteuriser notre lait, on n'a pas besoin de stériliser les accessoires en permanence, on a besoin que ce soit raisonnablement propre. Et donc vous allez laver vos accessoires régulièrement. Et éventuellement, il y a des mamans qui aiment bien les stériliser une fois par semaine. Je ne sais pas si c'est obligatoire, mais en fait dans les accessoires, il y a des petites parties dans lesquelles le lait peut s'insérer et peut sécher, et c'est là que les bactéries vont se loger. Donc quand on lave les accessoires, on va d'abord les faire tremper. On peut, juste après avoir tiré son lait, les faire tremper dans quelque chose qui contient de l'eau, tout simplement, qui va ramollir en fait toutes ces petits dépôts de lait, et c'est là qu'on va éviter d'avoir des résidus de saleté. Ça peut être les membranes, ça peut être les tétrelles. Ok, très bien. On parlait tout à l'heure des tirets qu'une maman peut choisir, parce qu'il y a différentes sortes de tirets. Vous nous disiez que les mamans ne vont pas choisir forcément un tire-lait de grade hospitalier. Pour prendre le métro, c'est un peu compliqué. Alors, il y en a qui vont le faire, mais alors prenez un caddie de supermarché ou un sac à dos. Elles vont le faire parce que elles ont cette relation affective avec leur tire-lait et elles trouvent que c'est bien. Mais ménagez votre dos, c'est vraiment important. Et si justement une maman veut opter pour une solution un petit peu plus pratique, qu'est-ce que vous conseilleriez à ces mamans-là qui donc ne vont pas prendre un tire-lait de location, mais plutôt vouloir se pencher sur quelque chose de plus pratique Il existe des tirets tout petits, beaucoup plus compacts, dans plusieurs gammes. Manuel ou électrique. Manuel ou électrique, et il y en a qui ont réellement fait leurs preuves, qui sont des moteurs vraiment souvent utilisés, qui tiennent bien la route. On prend un tire-lait neuf, d'occasion sur le bon coin, on reste prudent. Donc un tire-lait neuf, et si toutefois on sent qu'il y a la moindre difficulté avec le tire-lait, on appelle carrément le fabricant pour demander conseil, parce que c'est souvent les mieux calés sur leur matériel, bien évidemment. Et il existe vraiment un certain nombre de petits tire-laits confortables, assez légers, ça peut être quelques centaines de grammes, et surtout discrets. Et puis finalement, ce qui nous encombre, c'est tous les accessoires, mais c'est normal, on a besoin d'avoir des petits flacons de recueil. Donc il existe vraiment tout un tas de modèles. Explorez-les, demandez à vos copines, demandez conseil auprès de votre pharmacien, parce qu'il commence à être formé, auprès d'un loueur professionnel, il en existe pas mal. Regardez des blogs, parlez-en à d'autres mamans pour choisir le modèle. Mais il y a des modèles en général, si le modèle vous fait peur, c'est qu'il est un peu archaïque, un peu ancien, et que c'est peut-être pas le modèle à privilégier. Parfait, merci.
Merci beaucoup, Carole. Merci à vous. Et à très bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo.